Je ne vois donc pas comment cela n'aboutirait pas à un échec en séance et à la censure du gouvernement pour éviter que celui-ci soit tenté de jouer la montre pour passer des ordonnances en cas de dépassement des 70 jours. Dans une atmosphère lourde et crispée, Éric Coquerel monte à la tribune. Le silence s'installe, comme avant une sentence. Face à lui, un gouvernement minoritaire, usé, enfermé dans ses équilibres comptables. Son discours, dense et tranchant, n'est pas un simple exposé technique, c'est une dénonciation en règle d'un système à bout de souffle. Depuis des années, les budgets se succèdent, les chiffres changent, mais la logique demeure, coupe sociale, austérité écologique et cadeaux fiscaux aux plus riches. Cette fois encore, dit Coquerel, le projet présenté n'est pas un budget pour la France, mais un budget contre elle. Son ton est grave, sa colère contenue, presque pédagogique. Il dresse la liste des coupes, des abandons, des renoncements. Derrière les pourcentages et les milliards, il raconte la même histoire, celle d'un pays qui s'appauvrit au nom de la rigueur, d'une société qui s'épuise pendant que le pouvoir s'auto-justifie. Monsieur le Premier ministre, présence inédite depuis un demi-siècle, et Raymond Barre, mais qui avait la double casquette du Premier ministre et de ministre des Finances, qui montre peut-être la gravité du moment ou votre inquiétude, Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur général. Depuis octobre 2024 et le budget Barnier, l'équation n'a pas bougé. Nous allons débattre d'un budget minoritaire, présenté par un gouvernement minoritaire, bien plus minoritaire encore, et je ne vois pas comment son sort pourrait être différent. Je ne vois donc pas comment notre Assemblée pourrait l'adopter. Cet énième projet de budget macroniste ne fait donc que poursuivre et aggraver les effets néfastes des budgets précédents. C'est un budget antisocial et anti-écologique, qui, associé à celui de la sécurité sociale, est un musée des horreurs inégalitaires qu'un sursis de 3 mois de l'âge de départ à la retraite, payé par les pensions des retraités, ne saurait atténuer. Le budget de l'écologie a déjà baissé de 11,6% cette année. Le gouvernement veut le couper de 17,5% supplémentaires, soit moins 5,3 milliards en 2 ans. L'économiste Jean Pisani-Ferry confirme qu'il faudrait chaque année 37 milliards de dépenses publiques écologiques supplémentaires jusqu'en 2030. Le budget de l'agriculture a déjà baissé de 12,9% en 2025 et le gouvernement veut aller plus loin en le coupant encore de 6%, soit une perte de 860 millions d'euros en 2 ans. Les moyens du ministère de la Culture ont déjà baissé de 1,6% en 1 an, mais l'exécutif ne s'en contente pas, il entend mener une attaque frontale avec moins 5,4% en 2026, soit une baisse cumulée de 274 millions d'euros en seulement 2 ans. Le financement des associations a été coupé de 7,7% en 1 an, mais il faudrait visiblement les mettre à terre avec moins 26,9% en 2026, soit une baisse de 297 millions d'euros en 2 ans. Le budget de la mission Travail et Emploi a déjà été amputé de 13,4%, mais ça ne suffit visiblement pas. Le gouvernement veut donc moins 12,8% en 2026, qui amène une coupe budgétaire de moins 5,6 milliards d'euros en 2 ans. Au total, si le budget du périmètre de l'État affiche une augmentation de 10,5 milliards d'euros, cela s'explique d'une part par une augmentation de 5,7 milliards du PSR au profit de l'Union européenne, que pour ma part je souhaite voir diminuer de la contribution nette au budget de l'Union européenne, et de l'augmentation de 6,7 milliards d'euros du budget des armées. Le budget des autres ministères diminue de 6 milliards en tenant compte de l'inflation. Or, les effets économiques de ces budgets sont documentés. Ils sont toujours néfastes. L'austérité est récessive. Elle nuit fortement à la croissance. En 2025, elle aura coûté 12 milliards d'euros. Le même effet, en pire, est à redouter en 2026. L'Observatoire français des conjonctures économiques prévoit que le budget actuel amputerait 2 fois plus gravement la croissance, moins 0,8 points de PIB, soit une perte de 24 milliards d'euros en 2 ans, soit les 2/3 de baisse de dépenses que vous voulez imposer. Parallèlement, l'austérité nuit à l'emploi. Le budget Bayrou avait déjà conduit à une aggravation du chômage qui est passé de 7,4% en 2024 à 7,5% en 2025. Le budget qui nous est présenté pour 2026 aggraverait encore cette tendance en atteignant près de 8% selon les différentes prévisions. Ce budget cherche à prolonger une politique de l'offre dont les résultats économiques sont catastrophiques. Ce défilé de coupes budgétaires servirait apparemment à rattraper la dérive des comptes publics
grâce à des baisses de dépenses. Mais le creusement du déficit vient directement des cadeaux fiscaux aux ultra-riches et aux multinationales. Ils ont coûté 3 points de PIB aux finances publiques entre 2017 et 2024. Sans surprise, ces baisses massives d'impôts se sont révélées économiquement inefficaces. La politique de l'offre est un échec cuisant, il faut l'abandonner. D'ailleurs, la population l'a bien compris et les résultats des dernières élections législatives ont envoyé un signal clair dans ce sens. Il faut changer de politique. Comment nier qu'il n'y a ni attractivité ni investissement massif ? Selon Rexecode, depuis 15 ans, 590 milliards d'euros d'investissements directs étrangers sont entrés en France, alors que 828 en sortaient. Cette tendance va s'aggraver avec notre vassalisation à l'Empire américain si nous suivons le scandaleux accord contracté par Ursula von der Leyen. Comment nier que la pauvreté explose ? 1,2 million de personnes sont tombées dans la pauvreté depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Comment nier que la désindustrialisation poursuit sa course ? L'industrie manufacturière est passée en dessous de 10% du PIB. Comment nier l'échec climatique français ? La décarbonation est à l'arrêt, les investissements privés et publics dans le climat reculent alors qu'ils devraient augmenter. Tout cela est insensé et irresponsable. Et comme son prédécesseur de 2025, le budget proposé pour 2026 ne permet pas de répondre aux urgences de l'heure et de l'époque. Face à la baisse organisée du pouvoir d'achat, il faut changer de voie en soutenant les salaires et la consommation populaire. Il faut affirmer la solidarité en renforçant les minima sociaux, les retraites et l'assurance chômage. Il faut une relance écologique et sociale. La hausse des revenus bénéficiera à la consommation. La hausse de la consommation bénéficiera au carnet de commandes des entreprises. Face au mur climatique, il faut immédiatement faire bifurquer tous les grands secteurs de la vie économique. Il nous faut raisonner et agir en fonction des besoins écologiques de la population. Je l'ai déjà dit à cette tribune et la Cour des comptes l'a répété il y a un mois. Il faut cesser de penser que nous n'avons pas les moyens et qu'il faudrait faire des économies pour pouvoir agir plus tard. Si nous reculons, nous ne pourrons sauter que dans le vide. L'inaction climatique, c'est un coût de 300 milliards d'euros pour la France d'ici 2050. Face au nouvel ordre international, où des États s'appuient sur l'agressivité militaire et l'agressivité commerciale, les États-Unis en tête, il nous faut comprendre qu'une économie de guerre ne fait que préparer la guerre. Il nous faut répondre avec force, mais pour satisfaire les besoins essentiels, il faut relancer l'industrie, il faut des mesures protectionnistes, des nationalisations de secteurs stratégiques, à commencer par l'acier, mais pour servir notre bifurcation écologique et sociale et non l'armement. Enfin, il ne faut pas se résigner. Contrairement à ce qui est claironné par les porte-voix de la politique de l'offre, il y a bien une alternative. Oui, on peut, en allant chercher qu'une partie des cadeaux fiscaux aux plus riches accumulés depuis plusieurs années et sans toucher à ceux de la quasi-totalité des Français, récupérer près de 180 milliards d'euros de recettes qu'on pourrait ainsi dépenser avec 80 milliards pour répondre aux besoins sociaux et 50 milliards pour répondre aux besoins écologiques, et on ferait même mieux que vous en termes de déficit. Il serait possible de revaloriser le SMIC et les minima sociaux, introduire une garantie jeune, recruter des enseignants et dépenser massivement dans l'hébergement d'urgence pour que personne ne dorme à la rue. Il serait possible de décarboner, d'anticiper, de réparer, au lieu de mégoter sur le budget des sapeurs-pompiers. Nous pourrions bifurquer vers le 100% renouvelable, soutenir sérieusement la conversion agricole vers le bio, garantir le droit à l'eau et protéger mieux nos forêts. Cette bifurcation n'est pas possible en amendant à la marge ce budget. L'examen en commission des finances a bien montré qu'il n'est pas possible d'aménager ce texte. Cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, la commission des finances que je préside a rejeté par un résultat sans appel, historique, le projet de loi de finances pensé par François Bayrou et présenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu par 37 voix contre 11. Cette débâcle apparaissait inévitable, tant ce budget ne pouvait satisfaire aucun bloc. Ce texte était invotable lors de son dépôt à l'Assemblée et il est toujours invotable à l'issue de la discussion en commission. L'essence du texte n'a pas changé. Il demandait toujours trop à ceux qui ont peu et toujours trop peu à ceux qui ont beaucoup. En outre, comment accepter l'article du gouvernement qui augmente à 200 ou 300 € le prix d'une demande de naturalisation ou de renouvellement de titre de séjour? C'est une attaque honteuse, violente et injustifiable contre les personnes étrangères.
Comment accepter l'amendement qui divise par deux l'exonération de taxes foncières pour les bailleurs sociaux pour gagner 400 millions d'euros? Comment accepter le dangereux chemin tracé par un amendement qui criminalise les associations de défense du bien-être animal et ouvre la voie à des atteintes graves à la liberté d'association et aux libertés publiques? Comment accepter l'amendement qui impose une année blanche aux opérateurs via les taxes affectées? Cela signifie autant de reculs écologiques et sociaux, avec des coupes budgétaires sur Météo France, l'Office français de la biodiversité, France Travail, les agences régionales de santé et des dizaines de scènes nationales et d'institutions culturelles. Il y a eu de nombreux votes communs entre le bloc central et l'extrême droite sur la culture, l'environnement, les droits humains les plus défavorisés. Tous ces votes sont alarmants, signe sans doute d'une trumpisation des esprits jusque dans notre Assemblée. Comme je l'ai dit, ce texte était invotable à l'origine, il est toujours invotable après avoir été discuté et je ne vois pas comment il en serait autrement en séance. Si d'aventure certains à l'Élysée cherchaient encore à rejeter la faute sur l'Assemblée, sa prétendue incapacité à voter un budget, force est de constater au travail que le travail parlementaire a été bien mené et je salue le rapporteur général, les commissaires qui ont mené ce travail, nos administrateurs. Tous les arguments ont été échangés. Or, l'Assemblée nationale est représentative du peuple. Le problème, le blocage, réside plutôt dans l'obstination à pousser un texte minoritaire qui, à l'issue de la commission, n'est plus soutenu que par un seul groupe de cette Assemblée. Je ne vois donc pas comment cela n'aboutirait pas à un échec en séance et à la censure du gouvernement pour éviter que celui-ci soit tenté de jouer la montre pour passer des ordonnances en cas de dépassement des 70 jours. Dans ces cas-là, la loi spéciale pourrait être une solution, pas pire que le budget qu'on nous prépare en attendant de nouvelles élections que je souhaite présidentielle et qui permettrait au peuple de dire quel cap il souhaite pour le pays. Merci. Ce discours d'Éric Coquerel n'est pas celui d'un simple opposant. C'est celui d'un homme qui, face à l'effondrement silencieux de l'État social, tente encore de rappeler le sens de la politique. Il parle d'austérité, mais c'est d'humanité qu'il est question. Il parle de budget, mais c'est de dignité. Derrière les tableaux Excel du gouvernement se cache une autre réalité, celle des Français qui subissent les conséquences directes de ces ajustements budgétaires, devenus une idéologie. Coquerel ne se contente pas de contester les chiffres, il attaque la philosophie même du macronisme économique, celle d'un État qui a fait le choix de la finance contre le peuple. Il dénonce une machine à inégalité, où chaque coupe dans la culture, l'écologie ou le social est compensée par de nouveaux avantages pour les multinationales et les actionnaires. Et il le dit sans détour, cette politique n'est pas seulement injuste, elle est suicidaire. Son analyse est implacable. L'austérité détruit la croissance détruit la planète, et la planète finit par détruire l'économie. Le cercle vicieux est complet. Pendant que le gouvernement parle de rigueur et de maîtrise, la pauvreté progresse, le chômage remonte, les services publics se vident de leur substance. Ce budget, explique-t-il, n'est pas une solution, c'est un symptôme, celui d'une élite qui ne comprend plus rien à la réalité du pays qu'elle prétend gouverner. Mais derrière les chiffres et les réquisitoires, une autre idée émerge, celle d'une bifurcation possible. Coquerel appelle à rompre avec la résignation, à repenser les priorités, à réhabiliter la dépense publique non pas comme un fardeau, mais comme un investissement. Il parle de réindustrialisation, de relance écologique, de justice fiscale. Et surtout, il redonne un visage au mot « peuple », ce mot que le pouvoir redoute, parce qu'il rappelle que la souveraineté ne se compte pas en milliards. Le ton se fait plus grave encore lorsqu'il évoque la tentation autoritaire du gouvernement, prêt à passer en force, à gouverner par ordonnance, à réduire le Parlement au silence. Ce passage révèle la peur d'un exécutif qui ne croit plus dans la démocratie, qui préfère le contrôle à la discussion, l'ordre à la délibération. Et c'est peut-être là que réside la portée réelle de ce discours, ce n'est pas seulement un refus budgétaire, c'est un refus de soumission. Le président de la Commission des finances, par ces mots, incarne une résistance parlementaire face à la verticalité macroniste. Sa conclusion sonne comme un avertissement, on ne gouverne pas un pays contre son peuple, on ne réforme pas la France en piétinant ce qui la fait vivre. Car ce que Coquerel nomme « bifurcation », ce n'est pas un slogan. C'est un appel à la survie politique, économique et morale d'un pays au bord du gouffre. Et lorsque le silence retombe sur l'hémicycle, on comprend que derrière la technique budgétaire, c'est une bataille bien plus grande qui se joue, celle de savoir si la France continuera à s'effacer sous le poids de ses renoncements, ou si elle trouvera encore la force de changer de voie.